Un plastique est un polymère dont la structure en forme de chaîne est principalement composée d'atomes de carbone. Ces atomes sont présents dans les végétaux comme dans le pétrole, lui-même issu de végétaux fossilisés sur des millions d'années. Les polymères sont soit naturels, comme la cellulose des feuilles ou l'amidon du maïs, et sont tous biodégradables, soit synthétiques quand ils sont fabriqués par l'homme. Ils sont alors soit d'origine fossile, quand le carbone est issu du pétrole, comme pour les plastiques conventionnels non biodégradables, soit d'origine végétale, c'est-à-dire biosourcée. Afin de limiter notre dépendance au pétrole, des recherches européennes ont développé des polymères avec du carbone d'origine végétale, issu d'amidon, d'huile, de sucre, de cellulose et bientôt de déchets organiques ou d'algues. Biosourcés ou non, certains polymères synthétiques peuvent aussi être biodégradables. Et pourquoi? La biodégradabilité d'un polymère dépend de sa structure et non de l'origine du carbone qui le constitue, fossile ou végétal. Si les micro-organismes du sol ou des composts peuvent briser les chaînes du polymère, les décomposer et s'en nourrir, celui-ci est biodégradable. Si les plastiques conventionnels ne le sont pas, c'est parce qu'ils ont été conçus pour que les micro-organismes ne puissent pas briser les chaînes. Mais attention, car il existe des additifs qui fragmentent ces plastiques. Ils sont aujourd'hui interdits, car ces fragments de plastique persistent et s'accumulent dans la nature. De nouveaux polymères biosourcés, compostables et biodégradables ont donc été développés et des normes contrôlent leur part d'origine végétale, leur non-toxicité et leur biodégradabilité en fonction du milieu, compostage industriel, domestique ou sol. Mais comment les reconnaître? Grâce au logo présent sur les produits. Pour le compostage industriel, pour le compostage domestique, pour le sol. Aujourd'hui, on peut trouver des sacs fruits et légumes et des sacs de collecte de déchets alimentaires certifiés biodégradables en compostage industriel ou domestique et des plastiques certifiés biodégradables dans le sol pour l'agriculture. En fin de vie, il est important d'orienter ces produits vers les milieux pour lesquels ils sont certifiés. Mais pour une biodégradation parfaitement contrôlée, privilégiez le compostage industriel. Avec des propriétés comparables aux plastiques conventionnels, ces nouveaux polymères limitent notre dépendance au pétrole et apportent des solutions utiles, plus durables, en lien avec le tri et le compostage des déchets alimentaires ou les pratiques agricoles. Intéressant, non? D'avoir rejoint effectivement cette conférence de presse et d'être là aujourd'hui. Donc, petite introduction par un petit film qui est didactique, qui a été, entre nous soit dit, d'ailleurs revu, bien évidemment, par des scientifiques, et notamment, d'ailleurs, qui a été montré avant d'être totalement fini à l'équipe de Sandra Domenech et de l'Université de Montpellier qui sont spécialisés dans la biodégradation. Alors, je vais vous présenter rapidement quand même le club. Le club, c'est quoi? Le club, en fait, je dis le club parce que c'est l'ancien nom, mais en fait, l'AFCB, c'est-à-dire l'Association française des compostables biosourcés. C'est une association qui est née en 2006
et qui regroupe l'ensemble de la filière. Et pour nous, c'est extrêmement important. On parle beaucoup d'économie circulaire. Nous, on a toute la filière de l'amont, c'est-à-dire de l'agriculture, la partie agricole, jusqu'à la fin, le retour au sol, avec des certificateurs qui, d'ailleurs, éventuellement, tout à l'heure, vous présenteront ce que sont les certifications. Et nous avons donc l'ensemble, en quelque sorte, des acteurs français. Alors, on n'a pas tous les acteurs parce qu'il y a plein de petits acteurs et de petites sociétés qui travaillent sur le sujet. Et aujourd'hui, on essaye d'alerter. On essaye d'alerter le gouvernement, l'institution, pour leur demander qu'est-ce qu'on va faire avec cette innovation qui est arrivée à maturité depuis déjà pas mal de temps, sachant quand même que les premiers plastiques sont nés il y a plus de 20 ans. Et d'ailleurs, j'ai ramené une brochure que vous pourrez éventuellement prendre. Elle est très jolie, mais elle est ancienne. Elle date d'il y a plus de 10 ans et qui parlait déjà des bioplastiques et qui était la brochure à l'époque donc du club des bioplastiques qu'on a changé en AFCB, puisque bioplastique, on s'est aperçu que c'était un petit peu, ça voulait dire tout et un peu n'importe quoi, et pas forcément toujours, c'est pas forcément toujours très clair. Donc nous représentons effectivement les polymères, les plastiques qui sont biosourcés, totalement ou partiellement, avec quand même un minimum généralement de 50%. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même un minimum qui est aujourd'hui que vous pouvez trouver quand vous trouvez des sacs, par exemple, dans la grande distribution, et compostable. On met en avant plutôt le mot compostable, sachant que la compostabilité et la biodégradabilité en mode de compostage. Je vais laisser la parole maintenant à notre certificateur qui justement vous dressera le cadre de la certification qui date quand même déjà de plus de 20 ans également. Merci Christophe. Alors oui, bonjour, je me présente d'abord, Philippe Deholm, je suis responsable de la certification chez TÜV Austria et c'est le logo que vous allez retrouver sur un certain nombre de produits qui sont certifiés soit compostables à domicile industriel. Je passe pas ? Ok, voilà. Donc je m'appelle Philippe Deholm et je représente une agence de certification et nous gérons différents logos, différentes marques de conformité pour les produits compostables à domicile ou en milieu industriel et le contenu biosourcé. Alors, je viens de Bruxelles et hier soir dans le Thalys qui m'a amené ici, j'ai été servi dans un gobelet en carton qui est certifié OK Compostome. Donc peut être mis dans un compost à domicile. Et puis à l'hôtel, il y avait ceci comme gobelet où on dit simplement 100% compostable. Alors quelle est la différence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça cache ? Je vous propose en quelques minutes, parce qu'on ne m'a pas donné beaucoup de temps, d'essayer de faire le tour de la problématique et d'introduire quelques concepts. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'une norme n'est pas obligatoire par défaut. Elle n'est obligatoire que lorsqu'elle est reprise dans une législation. Ensuite, une norme peut soit définir des critères, soit des méthodologies d'essai de mesure. Dans le cadre ici de la compostabilité, il y a par exemple une loi qui va dire les sacs doivent être compostables. On va se référer ensuite à des normes pour déterminer quels sont les critères pour pouvoir dire que ce sac est compostable. Ces critères sont repris dans des normes européennes comme la NF EN 13432 pour la compostabilité industrielle ou la norme française, la NFT 51800, qui précise les critères pour la compostabilité à domicile. Et ensuite, la certification réalisée par un organisme indépendant va permettre de valider ces déclarations et valider la compostabilité réelle de ces produits. Donc un certificat, c'est un élément qui démontre la conformité d'un produit à une norme qui elle-même peut servir à documenter la conformité à la législation en vigueur. Oui, suivant. Alors on parle souvent de biodégradable, de compostable. Quelle est la différence ? En fait, la biodégradabilité, c'est une caractéristique intrinsèque à une matière à se biodégrader. C'est-à-dire que quelque part, cette matière est appétissante pour les micro-organismes qui vont l'ingérer et qui vont transformer
le plastique biodégradable en CO2, en eau et en biomasse. La compostabilité, c'est la caractéristique d'un produit fait à partir de matières biodégradables à se désintégrer dans un délai donné, dans un environnement donné. Tout cela est fait au moyen d'essais en laboratoire. Alors il y a souvent des discussions en termes de durée d'essai, de température d'essai, etc. Les essais doivent être représentatifs, et ils le sont. Il y a eu des études qui ont été faites pour montrer que ça marche également dans la réalité, et Sandra en parlera certainement un peu plus tard. Les essais doivent être également répétables. Un essai qui est fait ici en France, en Allemagne ou aux États-Unis, sur un même produit, doit donner les mêmes résultats. Et donc, on ne peut pas avoir un effet, en fait, de laboratoire ou de saison dans les résultats. Et finalement, biodégradable et biosourcé sont deux concepts complètement différents. Slide suivant. Donc on l'a dit, bio, ça veut dire vivant. Biodégradable, c'est dégradé par des organismes vivants en fin de vie. On est là dans la problématique de la gestion des déchets, de la gestion de la fin de vie d'un produit. Biosourcé, ça traite de l'origine. Et on est là au niveau de la gestion des ressources. Et la différence entre un pétrosourcé et un biosourcé, c'est que dans le cas du biosourcé, le carbone est contemporain, c'est-à-dire il provient de plantes, contrairement aux fossiles où le pétrole le carbone a été capté il y a des millions d'années lors de la photosynthèse et transformé en pétrole aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Et donc un produit ou une matière pétrosourcée peut être biodégradable, tout comme une matière biosourcée peut ne pas l'être. Et il y a souvent confusion, et malheureusement en français on utilise le terme bio pour les deux, qui crée la confusion. Mais il faut bien être conscient qu'il y a par exemple du polyéthylène d'origine fossile, fait avec du pétrole, et il y a du polyéthylène qui est fait à base de canne à sucre. L'un est biodégradable, aucun des deux, n'est biodégradable. Deuxième élément, c'est 100% compostable. 100%, ça ne veut rien dire. C'est compostable ou ça ne l'est pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau-là. Par contre, en ce qui concerne le contenu biosourcé, ça peut être un petit peu ou beaucoup biosourcé ou totalement. Et au plus salé, au mieux c'est. Oui, et dernier slide. Et finalement, un des grands débats en France est compostage industriel vs compostage à domicile. Compostage industriel, c'est collecte de grandes quantités. Et donc, lors du processus, on va avoir des hautes températures, ce qui vont permettre d'avoir un processus de biodégradation, de désintégration relativement court. Compostage à domicile, quantité réduite, c'est un apport du ménage quotidien ou chaque semaine, basse température, donc les délais doivent être allongés pour obtenir la compostabilité totale du produit. La compostabilité, c'est ce qu'on appelle une fin de vie gérée, c'est-à-dire qu'on va collecter les déchets, on va les traiter, on va aérer le compost, on va collecter, récolter le compost à la fin et on va l'utiliser. Et l'aération est extrêmement importante. Sans aération, on va transformer, plutôt qu'à avoir du CO2, on va avoir du méthane. Et c'est délétère en fait pour l'environnement. Dernier point, on a parlé de compost, compost industriel ou compost home. Il y a finalement certains produits qui peuvent être biodégradés dans la nature, et on pense principalement aux films de paillage, où ça fait sens de les laisser sur place et ils vont se biodégrader, ils vont se désintégrer complètement dans cet environnement-là. Ça, c'est une fin de vie non gérée. On sous-traite à la nature le processus et on ne s'en occupe plus par après. C'est une biodégradation très lente et évidemment, nous n'avons jamais certifié des emballages biodégradables dans le sol, dans l'eau ou dans la mer, car c'est donner un mauvais message évidemment aux citoyens qui pourraient croire qu'ils pourraient simplement abandonner ces sacs ou ces emballages dans la nature.
Voilà, j'espère avoir clarifié quelques points et je suis évidemment à votre disposition par la suite s'il y a des questions plus précises. Merci Philippe. Donc, je prends la suite dans la liste des intervenants. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Pernod Leroy. Je suis le directeur du développement durable et des relations institutionnelles de la com du groupe Sphère, qui est une ETI française. Et on est des producteurs par l'une de nos filiales de ces matières et transformateurs également. Donc, pourquoi cette conférence? Pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, c'est qu'on est un peu, pour nous, à la croisée des chemins. Ça a été démontré par Philippe à l'instant. On est dans un sujet où on a beaucoup de confusions, qui sont parfois savamment entretenues aussi, on peut le dire. Et nous, on est soucieux de poser la question du comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire pour, répondre à ses besoins d'emballage, à une population qui croît, qui vieillit, donc il y a un rapport au poids un peu différent, et je pense ici par exemple à la question du verre et des sujets liés au basculement vers du verre pour certains emballages. On a beaucoup de questions sociétales qui sont liées à notre mode de vie et donc qui interrogent notre façon d'utiliser certaines matières. Ça a été dit par Christophe, on est sur des matières matures, ça fait plus de 20 ans, des groupes comme Novamonde, comme Sphère, des groupes industriels et d'autres, Total Corbion aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une petite équipe assez forte d'acteurs industriels, souvent à l'échelle internationale également, qui sont sur ces matériaux. Et nous, notre demande, elle est simple, à travers cet exercice ce matin, c'est d'avoir de la clarté, visibilité et une clarification de part de notre belle République par rapport à son rapport à ces matières. Un rapport qui peut être aussi très intéressant pour un secteur en France qui est en souffrance, qui s'appelle l'agriculture. Novamonde comme Sphère, par exemple, on utilise des matières qu'on trouve en Europe. Nous, on utilise de la pomme de terre non alimentaire, féculière, qu'on trouve dans les Hauts-de-France, en Grand Est, et si on dépayse un peu en Pologne. Et je crois que mon voisin, lui, utilise beaucoup de maïs. Pareil, un maïs qui a des vocations pour faire des matières biosourcées, qui peut aller dans l'alimentaire en tant que, on va dire, additif, dans la papeterie. Vous voyez, quand vous regardez ce à quoi sert une pomme de terre féculière ou de l'amidon utilisé dans les plastiques biosourcés compostables, vous voyez qu'on est toute petite partie de cette matière première, qui a une vocation à travailler dans la papeterie, dans la pharmacie et dans d'autres applications. L'autre aspect que je voulais clarifier aussi ce matin, ça nous renvoie à un débat latent, notamment porté par le monde des ONG, sur la concurrence matière versus aliment. Je crois qu'il faut reprendre certaines mesures et avoir en tête les mesures dont on parle. Alors c'est vrai qu'en France, on s'interroge à juste titre sur la gouvernance de la biomasse. Et nous, on demandera, si on a une clarification de l'État par rapport à ces matières, que les matières biosourcées soient aussi autour de la table par rapport à cette gouvernance. De quoi parle-t-on en termes de quantité? En termes de quantité, on est sur peut-être 2% des plastiques utilisés aujourd'hui à l'échelle mondiale pour l'ensemble de la famille des matières biosourcées, dont les compostables sont une partie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur la surface agricole utile? Vous savez qu'il y a un peu l'étalon pour mesurer tout ça. Sur la projection réalisée par le syndicat européen des producteurs, en tout cas de l'association européenne des producteurs de biosourcés, compostables et autres, on est sur 0,06% de la surface agricole utile à l'échelle monde. Donc vous voyez que le débat, et quand vous regardez l'utilisation de la biomasse, et je vous envoie à regarder d'autres utilisations de la biomasse pour des usages quotidiens, dont on parle beaucoup aussi pour se déplacer, vous voyez qu'il n'y a quand même pas péril en la demeure, et surtout qu'on est sur un vrai, comment dire, ballon de baudruche sur cet aspect-là. Donc ça, c'est important déjà de pouvoir l'évacuer. Donc cette conférence de presse, nous, l'idée, on l'a dit, avoir de la clarté, de la visibilité. Elle fait suite également à un courrier envoyé aussi bien aux plus hautes instances de notre République, président, Premier ministre et ministre de l'écologie, pour mettre en avant cette filière qui existe en France, qui est présente, ça a été dit, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à l'amont, à l'aval, avec des implantations industrielles. Et donc on trouve qu'elle coche
beaucoup d'éléments du débat actuel. Souveraineté industrielle. Je prends un exemple chez nous, on a 5 usines qui traitent de ces matières. 5 usines. Donc c'est quand même pas anodin, sur un parc industriel de 15 à l'échelle européenne. Donc vous voyez, on est quand même dans des choses très concrètes qui sont installées dans les 4 coins de la France, qui font travailler des féculeries installées en Hauts-de-France. Ouais, c'est des vrais sujets industriels qui peuvent rencontrer aussi un écho par rapport à ce qu'on entend sur le plastique. Oui, il y a un problème avec le plastique, il faut trouver des solutions. On entend les propositions des ministères, les prises de position du ministre sur la réduction de la production, notamment en marge de ses propos en marge de l'accueil de la réunion sur le traité plastique à Paris. Moi, je retiens 2 choses de ce traité, cette réunion à Paris. On parle d'un triplement de la production d'ici 2060. Donc on est quand même dans des proportions assez intéressantes. On parle de 460 millions x 3. Donc on se rend compte qu'on est quand même dans quelque chose d'important. On est sur une réalité, c'est les chiffres qui ont été communiqués par l'UNEP et par les instances onusiennes, à 10% de recyclés à l'échelle mondiale. Donc nous, on est là aussi aujourd'hui pour dire que peut-être certains États, notamment la France ou d'autres à l'échelle européenne ou dans le monde occidental, ont les capacités de s'équiper en termes de tri, sélectif, mécanique, peut-être chimique demain. Nous, on pense qu'on a aussi une responsabilité envers d'autres parties du monde qui n'auront jamais ces équipements et qui peuvent utiliser du plastique biosourcé, compostable, à grande échelle, pour aussi nourrir les sols. L'autre débat sur lequel on s'installe, c'est la question de l'avenir des sols européens. Vous savez que les sols européens sont en très mauvaise santé, et c'est valable aussi, si vous prenez les données de la FAO à l'échelle monde, on parle de 75% de sols dégradés à l'échelle monde, et je pense qu'en Europe, quand on voit les débats qu'on a actuellement, sur la directive sol notamment, on voit très bien qu'on a un vrai sujet. Vous allez avoir des apports de matières premières conséquents à partir du 1er janvier 2024 avec le tri des biodéchets organisés, normalement. Si on additionne un tant soit peu les volumes dont on parle, on va certainement arriver entre les particuliers et les professionnels dont l'obligation n'a peut-être pas été super mise en œuvre, à peut-être 25-30 millions de tonnes à l'échelle nationale de biodéchets qu'il faudra traiter. Donc vous avez des vraies questions. Va-t-on continuer à brûler ces déchets ou va-t-on s'organiser dans une proportion industrielle pour pouvoir les traiter, les valoriser dans le compostage, dans la méthanisation. Et donc, quand vous regardez autour de tout ça, vous avez un petit sujet qui nous importe, nous, parce que c'est là qu'on se situe, pour beaucoup d'entre nous, dans ce qu'on appelle la pré-collecte. Comment va-t-on amener ces déchets de votre cuisine jusqu'à une valorisation? Et c'est là que nous, on pose les questions de comment va-t-on faire? Donc, ça a été dit, il y a un travail qui existe depuis 20 ans, on a des sociétés de qualité, des jeunes pousses aussi qui se mettent sur ces sujets-là, qui ont proposé des nouvelles alternatives. On parlait tout à l'heure de l'algue, hein, on voit très bien, on voit aussi des matières arriver sur le marché avec, par exemple, comme matière première, des déchets organiques ou des déchets agricoles. Donc on est encore en pleine phase de développement. On a une partie mature et on a du développement. Donc ça, c'est des éléments intéressants, et tout ça à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et je remercie Sandra qui nous parlera tout à l'heure des efforts de la recherche dans ce domaine-là, recherche à laquelle les industriels, on est contents et fiers de pouvoir s'associer pour sortir un tant soit peu des éléments de croyance et d'émotivité sur ces thématiques-là. Oui à la science, on le dit pour le climat, on le dit aussi pour les matières à la FCB. Il faut qu'on regarde la science, ça doit nous guider. On s'est peut-être trompé dans le passé, les uns les autres, et aujourd'hui, on a des données qui sont vraiment intéressantes, qui méritent d'être continuer à être poussées, mais en tout cas, elles doivent pouvoir franchir le mur des ministères pour qu'on regarde les choses différemment. C'est un petit peu notre ambition. Donc voilà, donc ce matin, notre envie, notre message, il est clair, c'est cette volonté de clarté de la part de l'État à l'échelle nationale, à l'échelle des discussions européennes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un grand débat sur l'avenir des emballages, où ces matières font partie des discussions. Et donc, ça serait intéressant de savoir ce que veut la France sur cette partie-là des emballages, dont les usages peuvent être limités, mais en tout cas, nous, en tant qu'industriels, on était favorables à la proposition initiale de la Commission, qui n'a pas toujours été en faveur de ces matières, mais qui a fait un effort de recherche, de lecture,
et d'intérêt, notamment de rencontres avec beaucoup d'acteurs, pour pouvoir se faire une vraie doctrine. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des travaux qui ont été faits, un policy paper, pour ceux qui comprennent le jargon européen, qui donne un statut à ces matières, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'alors. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de rendez-vous qui demandent de la clarté dans la position française. L'autre aspect de notre demande ce matin, c'est, comme les pactes sont à la mode, nous aussi on voudrait un pacte pour les biosourcés. On s'accroche à quelque chose qui est existant, qui est une partie de l'enveloppe du SGPI, vous savez, le programme France 2030, qui prévoit de la recherche pour les matières biosourcées. On a en France une vraie capacité à être leader sur ces matières, sur ces marchés. Donc nous, on demande à ce que ces matières plastiques à caractéristiques plastiques compostables et biosourcées, on insiste beaucoup sur le biosourcé, il est important, soient considérées dans le cadre de ces programmes de recherche. Donc on tend une main pour qu'on aille aussi vers ça. Voilà, on a beaucoup d'éléments qui ont été proposés dans des arrêtés, des règlements qui viennent perturber un tant soit peu le développement, le déploiement de ces matières, qui envoient des messages un peu contradictoires. Et là, vu les enjeux par rapport à la collecte des biodéchets, par rapport à certains types d'emballages dont on prévoit l'interdiction en 2025, je pense par exemple à certains complexes plastiques, on pense qu'on pourrait basculer sur certaines matières biosourcées compostables pour le surgeler, certains types d'emballages pour des biscuits, car on ne pourra pas utiliser beaucoup de recyclés dans ces matières-là pour des sujets de contact élémentaire, en tout cas à des coûts raisonnables. Voilà ce que je voulais dire en introduction de cette conférence de presse, donc une volonté d'aller de l'avant, de nouer un partenariat et de sortir des éléments tout faits par rapport à des matières qui ne sont pas simples à appréhender, mais en tout cas qui ont un potentiel très intéressant. Et vu la situation par rapport à la pollution plastique, ça serait une erreur grave de se passer de cette alternative. Et je tiens à dire, je finis Christophe, que l'idée n'est pas de remplacer l'ensemble des plastiques. L'idée n'est pas de remplacer l'ensemble des plastiques. Les emballages ont différents usages. Et là, je pense que c'est ce que nous on demande, que nous on ait des discussions entre spécialistes également et l'État pour ne pas faire de raccourcis. Les emballages, les matières ont différents usages. Les matières biosourcées compostables sont très intéressantes pour certains usages. Et on voudrait pouvoir développer ces certains usages de manière claire, sans problématique d'incohérence réglementaire ou de soubresaut législatif. Merci. Bien, maintenant je pense qu'on va passer la parole à Maëlène de Total Corbion qui pourra également d'ailleurs nous expliquer et nous repositionner un petit peu cette problématique également dans un contexte international, puisqu'on a aussi cette problématique-là. Nous sommes, nous, avec une innovation qui est arrivée à maturité en Europe, et particulièrement en France d'ailleurs, qui est l'un des leaders européens du sujet, mais on est challengé aujourd'hui au niveau international. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Maëlène Ravard, responsable réglementaire et développement durable chez Total Énergie Corbion, un producteur de polylactique acide, polymères biosourcés et compostables. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le rôle des bioplastiques ou des plastiques biosourcés compostables pour répondre aux enjeux environnementaux et aux objectifs qui ont été fixés à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale, au moins européenne. Slide suivante. Oui. Donc, en ce qui concerne les objectifs environnementaux, tout d'abord, on a le challenge du changement climatique qui fait suite aux émissions de gaz à effet de serre. On est tous conscients à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, à l'échelle industrielle, à l'échelle des gouvernements, qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L'Europe s'est fixée comme ambition de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, en comparant aux émissions de 1990. Et la France, encore plus ambitieuse, s'est fixée un objectif de 55% d'ici 2025. Il est important de noter que les émissions totales de gaz à effet de serre en France proviennent pour 18% de l'industrie manufacturière et pour 4% du secteur des déchets. Comment les bioplastiques peuvent donc aider à cette réduction ? Comme il a été présenté tout d'abord par Philippe, les plastiques biosourcés ont une empreinte carbone
significativement réduite par rapport au plastique conventionnel. Le plastique biosourcé provient d'une plante, d'une biomasse. Lors de sa croissance, la plante va absorber le carbone qui est présent dans l'atmosphère et va le transformer en sa biomasse et son carbone interne. Ce carbone va ensuite se retrouver dans les polymères biosourcés, comme l'acide polylactique, et ensuite dans les produits plastiques finis que nous allons utiliser au quotidien. Ce plastique est donc ce carbone capturé est donc temporairement stocké dans notre produit plastique, et en fin de vie, qui peut être une incinération ou un compostage, c'est ce carbone qui avait été précédemment capturé qui va être réémis dans l'atmosphère. C'est donc, en comparaison avec un plastique conventionnel, pas de nouveau carbone ou de CO2 qui sera réémis dans l'atmosphère. Il s'agit d'une neutralité sur le carbone qui avait été capturé et le carbone qui est réémis. Les plastiques biosourcés, il ne faut pas l'oublier, peuvent aussi être recyclés en recyclage matière. Lors d'un recyclage matière, le carbone qui avait donc été stocké sera stocké encore plus longtemps, de manière toujours temporaire, mais va rester dans le cycle circulaire. Donc c'est le premier rôle pour la réduction des gaz à effet de serre des plastiques biosourcés. Mais sur ce qui se concerne de l'émission des déchets, on sait que l'émission des gaz à effet de serre du secteur déchets provient en majorité de la biomasse, des déchets, des biodéchets, qui finissent souvent en centre d'enfouissement ou en incinération. Incinérer des biodéchets ou les enfouir n'apporte aucune valorisation et n'est pas un recyclage. Les plastiques compostables vont donc permettre de collecter encore plus de biodéchets pour les envoyer vers des centres de valorisation, de recyclage organique, comme des centres de compostage ou même des centres de méthanisation, et éviter ces émissions de gaz à effet de serre qui peuvent provenir de leur dégradation en centre d'enfouissement ou de leur incinération. Donc, c'est un rôle indirect que les plastiques compostables peuvent jouer, mais non négligeable. Slide suivante. En ce qui concerne les objectifs environnementaux, on a tous entendu parler de l'augmentation du recyclage, de l'économie circulaire. Il est donc important d'augmenter nos taux de recyclage et d'avoir des objectifs ambitieux en la matière. L'Europe a donc fixé des objectifs plutôt élevés pour les matières. Donc sur les déchets municipaux, on a un objectif de 60% d'atteinte de taux de recyclage, 75% pour les déchets d'emballage et 50% pour les déchets d'emballage plastique. Et les objectifs français sont très similaires à ces objectifs européens. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. On se rend compte que le recyclage du plastique en Europe et même en France est autour de 20-30%. Alors qu'on est une des sociétés dans le monde qui a le système de recyclage le plus développé en termes de collecte, de traitement et de nombre d'usines de recyclage présentes sur le territoire. Donc si avec ce système, on n'arrive pas à atteindre ces objectifs de 50% de recyclage des emballages plastiques, il faut penser à des alternatives. Pourquoi on n'arrive pas à augmenter le taux de recyclage ? Aussi parce que techniquement et économiquement, certains emballages plastiques ne sont pas recyclables en recyclage matière, donc c'est-à-dire de plastique à plastique. Ils ne sont pas recyclables pour des questions de qualité mécanique, pour des questions de réglementaires sur le contact alimentaire et l'hygiène, qui est la santé publique est le plus important en matière d'emballage. Et certains emballages ne sont pas éliminables. On est tous d'accord qu'il faut commencer par réduire les quantités d'emballage. Les emballages inutiles doivent être éliminés, mais certains emballages sont importants pour la conservation des aliments, éviter les déchets alimentaires et pour l'hygiène, pour des questions sanitaires. Les petits emballages qui ne sont pas techniquement recyclables ou les emballages multicouches seront donc plus facilement recyclables s'ils sont transformés en emballages compostables et peuvent donc être collectés avec les biodéchets et recyclés en recyclage
valorisation organique. On promeut aussi l'utilisation des plastiques compostables lorsqu'ils sont contaminés. On appelle contaminés lorsqu'ils sont en contact avec des biodéchets et qu'ils permettent d'être collectés avec le biodéchet, car en recyclage mécanique, ils ne seraient pas recyclés, car trop difficile de les nettoyer, laver, enlever le biodéchet. Économiquement, ce ne serait pas viable. Donc, lorsqu'ils sont contaminés par de l'huile ou par d'autres biodéchets, les plus intéressants, ça apporterait beaucoup plus de bénéfices de les envoyer en compostage industriel ou compostage domestique. Pour le recyclage des déchets municipaux en général, il faut aussi qu'on prenne conscience que 30% de nos déchets à la maison, de nos déchets municipaux, sont des biodéchets. On ne peut pas atteindre un recyclage total des déchets municipaux de 60% sans recycler et collecter séparément ces biodéchets. Donc, il est donc important de développer et de se focaliser sur le compostage industriel pour pouvoir revaloriser ces biodéchets. Comme l'a été soulevé par Arnaud, par règlement européen, il sera obligatoire d'ici début 2024 d'avoir une collecte séparée en Europe pour les biodéchets. Cette collecte séparée peut donc être facilitée par l'utilisation des plastiques compostables et peut permettre de collecter encore plus de biodéchets et atteindre ce taux de recyclage qui est ambitieux mais atteignable. Donc voilà. Et je voudrais aussi rappeler que voilà, j'ai présenté le rôle des bioplastiques pour atteindre ces objectifs environnementaux ambitieux. Mais c'est un rôle à jouer dans le système global des emballages, dans le système global industriel. L'objectif n'est pas de remplacer tous les emballages, l'objectif n'est pas de remplacer tous les plastiques, mais de remplacer lorsque le contexte ou les conditions sont réunies pour que le bénéfice soit maximal. On ne remplacera pas un plastique qui est déjà facilement recyclable en recyclage matière, par un plastique compostable. L'objectif est de vraiment atteindre une complémentarité des solutions et de pouvoir répondre au maximum à tous nos enjeux environnementaux. Merci. Et donc, on va terminer effectivement par une intervention et une présentation de Sandra Domenech, la partie scientifique des intervenants. OK, bon, merci beaucoup. Donc, permettez-moi de me présenter aussi. Donc, Sandra Domenech, professeure à AgroParisTech et directrice de la chaire COPAC. Donc, si vous pouvez changer. Okay. Donc là, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques-unes des problématiques que nous travaillons dans nos laboratoires de manière à contribuer au développement des emballages alimentaires à juste impact environnemental et augmenter leur participation à l'économie circulaire. Si vous pouvez changer. Donc, force est de constater que l'emballage, en fait, est un objet qui existe depuis la nuit des temps et il sera toujours nécessaire pour la distribution des denrées alimentaires. Ainsi, il en a quelques fonctions qui sont essentielles et la première est certainement assurer la protection de la sécurité et la qualité de l'aliment. Après, il va falloir toujours transporter l'aliment de A à B, donc il faut un contenant qu'il transporte. Il joue aussi un rôle dans le portionnement et la praticité de l'usage du produit alimentaire acheté, l'information du client sur les contenus et les informations légales et l'environnement. Ainsi, cet objet-là, en fait, se passe de main en main dans cette chaîne d'approvisionnement et il joue son premier rôle de protection de la sécurité de l'aliment, non seulement lorsqu'il est au contact de l'aliment, mais aussi après. Parce que dans son cycle de recyclage, donc de déchets ouverts, il court le risque à être contaminé. Et cette contamination-là, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable au contact alimentaire, donc elle doit être à tout prix maîtrisée. Cette maîtrise de la contamination et aussi les protocoles de mesure pour si on a élaboré des méthodes de décontamination, assurer que la décontamination a été bien faite, ben là, on est sur un premier objet de recherche très, très actif actuellement. Donc, si vous pouvez changer à nouveau. Deuxième objet de recherche très actif, c'est effectivement lorsque on ne va pas
pouvoir s'en passer de cet objet-là pour diminuer l'impact environnemental. Il est assez évident qu'il faudrait réduire. Il faut réduire la quantité et le nombre d'objets. Donc cette réduction-là peut être obtenue par une substitution du plastique par autre chose, voire par une substitution des contenants à usage unique vers des contenants à usage multiple. Donc ça, c'est un peu le sens du décret 3R qui a été publié. Et moi, j'ai librement adapté, en fait, ce qu'ils ont écrit ici. Ce qui est intéressant, et ce qu'on voit même dans cette écriture de décret, c'est que dans chaque famille d'aliments, sur ces deux objets-là de réduction, on a des choses qui sont extrêmement diverses et jamais on arrive à des vrais taux de remplacement qui sont importants. Et cette diversité des situations est conditionnée par le fait que chaque aliment est unique. Donc on ne peut pas non plus apporter une solution généralisée pour tous les aliments. Et ça aussi, donc, c'est technologiquement assez difficile à gérer et c'est un fort objet de recherche que nous travaillons avec nos partenaires. Donc en fait, si finalement on a échoué de faire ça, il nous reste qu'un seul salut, en quelque sorte, c'est recycler, alors que recycler aussi peut comporter des problématiques technologiques. Donc, Mylène vous a déjà parlé du recyclage mécanique matière. Donc ça, c'est quelque chose qui est installé. Il y a aussi des investissements qui ont été faits sur le recyclage chimique, mais c'est une technologie qui viendra un jour. Par contre, nous, ici, avec la FCP, on se focalise sur le recyclage organique, qui est en fait une technologie à très bas coût et qui est déjà installée dans le territoire français à concurrence de 750 centres de compostage industriel. Donc, si on veut aller par là, donc si vous voulez changer, s'il vous plaît, il faut donc s'assurer de la performance de matériaux et travailler sur la prise de risque qu'on a d'avoir envoyé ce type de matière-là en station de compostage. Donc c'est quelque chose que nous avons fait sur un de ces 750 sites par l'analyse de devenir dans une arrivée de biodéchets et déchets verts de 40 tonnes, comme vous pouvez voir en fait sur la photo. Donc ces 40 tonnes-là ont été triées d'une façon manuelle pour en enlever les erreurs de tri et ont été séparées dans 2 lots de tests de compostage. Donc un lot a été mélangé avec des plastiques compostable, certifié donc par TÜV Austria, à un taux d'inclusion d'environ 2%. Et comme vous pouvez en fait voir sur la photo là-haut, ça fait quand même un certain volume de plastique. Donc même si en masse, ça semble peu, en volume, c'est important. On a suivi donc ce lot de compost pendant son cycle de compostage industriel, donc sans aucune intervention sur la façon de faire de la station. Et à notre grande surprise, déjà au bout de 7 jours, en fait, vous voyez la première photo, on en retrouvait déjà beaucoup moins. Donc en fait, on se rend compte qu'au bout de 40 jours, on a quasiment perdu 80% des matières. Et si on suit le compost jusqu'à sa fin, donc là, au bout de 4 mois où il a été criblé, ça c'est ma dernière photo, mais il nous reste moins que 1%. En fait, de ce qu'on avait mis là-dedans sur une crible d'1 millimètre. Donc ce compost-là a du coup été soumis à des laboratoires externes indépendants de nous pour en spécifier la qualité. Il s'avère qu'il est acceptable aux yeux de l'agriculture biologique et tous les tests d'écotoxicité qui ont été réalisés se sont avérés négatifs. Donc pour ce que nous pouvons dire de cette expérimentation grandeur réelle, c'est que des matériaux qui ont été bien travaillés et certifiés ont la performance qu'on attend à partir de cette certification dans une station de compostage réelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Je suis le président, ça faut faire attention. N'y voit aucune malice, hein, Christophe. Merci Sandra. Moi, je voulais rebondir sur 2 aspects, parce que je vous ai dit, en gros, l'objet de ce matin, c'est quid de la situation en France. Donc vous avez vu, on a des études quand même intéressantes, récentes. Donc nous, ce qu'on appelle, c'est que tout le monde s'en saisisse et fasse pas du pick and choose dans les études qu'on utilise. Et je rebondis sur ce qu'a dit Sandra, sur la question de la qualité des matières dont on parle, donc le fait qu'elles soient certifiées.
Le rôle de l'État, c'est aussi de contrôler. Et nous, l'appel qu'on lance aussi ce matin, c'est un appel à contrôle. On sait qu'il y a des margoulins sur ce marché. On le sait. On ne peut pas nous-mêmes faire la police. Et je crois qu'au nom de la sécurité des consommateurs, l'État doit aller, on sait où on peut trouver ces matières un petit peu trafiquées, donc avec des faux certificats TÜV. Vous avez toujours un numéro quand vous avez des produits certifiés. C'est vérifiable et nous, on se tient à la disposition des instances de la répression des fraudes, notamment, pour pouvoir aussi échanger sur ces thématiques-là. Il y a un aspect, et ce n'est pas valable que pour les produits compostables, je crois que c'est un vrai sujet pour ceux qui essaient de maintenir un tissu industriel en Europe et en France en particulier. On a des normes strictes, on se les impose, on nous les impose, on demande une certaine réciprocité dans les contrôles qui sont menés sur les matières qui peuvent rentrer sur notre pays et sur notre continent. Dernier aspect, la France, partie de l'Europe, vous savez que ça a été dit par Maëlène, l'Europe s'est donné des objectifs. 55% dans le cadre du Green Deal européen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça nous renvoie à la responsabilité aussi sur la question de l'économie circulaire. Ça a été très bien décrit par Maëlène. Un autre aspect dont on parle peu, c'est l'ambition européenne par rapport aux matières biosourcées dans les emballages. Plastique en l'occurrence. Et on est sur, là aussi, une ambition de 20%. Et je vais dépayser un peu plus, pour terminer mon propos, par rapport à ce qui a été annoncé par Joe Biden, président des États-Unis, sur son plan. Alors vous savez, on parle beaucoup de l'IRA, le fait que ce soit un aspirateur à usine et compagnie, mais on en parle assez peu en Europe. Il y a aussi une bascule qui a été annoncée. Elle sera compliquée, elle n'est pas simple, mais en tout cas, elle est très intéressante à prendre en termes d'ambition. Le président américain annonce, et je vous encourage à vous trouver tout ça sur Internet si vous cherchez, avec des prises de position de l'industrie européenne aussi qui donne son avis sur la thématique, annonce un passage à 90% des plastiques utilisés aujourd'hui aux États-Unis en matière biosourcée à 2040. 2040, 90%. Donc, sans vouloir être les moutons des Américains, ça nous pose quand même certaines questions. Ça nous renvoie à certaines questions. On a un début de solution en Europe et en France en particulier, le sujet de ce matin. À nous de ne pas rater cette opportunité et ce train. Voilà. Merci beaucoup. Bien, écoutez, merci. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne suis pas surpris, effectivement, d'avoir des questions sur ma gauche d'Olivier Guichardas. Donc, vous avez compris qu'effectivement, on interroge l'État. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi qu'effectivement, on a envoyé un courrier, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, à la plupart des ministres concernés, y compris le président et le Premier ministre. Nous pourrons éventuellement vous le mettre à disposition souhaité, avec des signatures d'une trentaine de sociétés françaises, institutions, centres de recherche qui sont sur ce sujet et qui se posent véritablement la question de savoir quid de l'avenir de ces matériaux en France, sachant qu'on a des réglementations qui nous bloquent de manière assez importante et qui posent vraiment question sur va-t-on pouvoir en France continuer à développer ces matériaux. Et je dis particulièrement en France parce qu'on est encore plus exigeant, plus réglementaire qu'au niveau européen. L'Europe a ouvert la porte, et tu l'as dit, dans sa première version du projet de règlement européen sur les emballages. On voit que la France est encore plus exigeante. Donc on se pose véritablement la question, alors que la France, au niveau européen, a une position sur le sujet, une place qui est extrêmement importante, puisque c'est le deuxième pays européen, après l'Italie, à avoir autant de sociétés sur le sujet. À vous les questions. Olivier Guichardas, je vous en prie. Oui, Olivier Guichardas, d'Eschinfo, plusieurs questions. Donc je vous fais un paquet. Vous demandez de la clarté. Alors j'ai peut-être loupé quelque chose, mais pour moi il n'est pas clair sur quoi vous demandez la clarté. Donc merci de nous préciser. Vous venez de dire que la réglementation vous bloque. Quelle réglementation vous bloque sur quoi ? Je vous fais tout le paquet. Il a été dit que les plastiques biosourcés ont une empreinte carbone réduite par rapport aux plastiques conventionnels. Réduite de combien ? Vous n'évoquez pas du tout l'avis de l'ANSES sur le compostage domestique
alors je ne sais plus si c'était biosourcé ou biodégradable. J'avais une autre question. Non, bah, c'est déjà pas mal. On s'en fait 3. Juste un point de précision. Madame Ravard, vous avez dit qu'en 2024, il y aurait obligation de collecte séparée des biodéchets. C'est faux, excusez-moi de le dire. C'est faux, l'obligation, c'est de trier à la source. Voilà. Et cette obligation de trier à la source, elle porte sur les professionnels d'une part et sur les collectivités qui ont une obligation de mise en place du tri à la source. Il n'y a pas d'obligation nationale pour les particuliers de trier à la source des biodéchets. Certaines collectivités l'imposent par leur règlement de collecte, mais au niveau national, il n'est pas dit tous les citoyens doivent trier leurs biodéchets. Donc j'aimerais bien que ça soit entendu clairement, parce qu'on entend le contraire à longueur de C'est une obligation médias, de tri chers à la confrères. source. Oui, tout à fait. De tri à la source, qui normalement découle sur une collecte. Mais légalement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est tri à la source. Mais une fois trié, il faut bien en faire quelque chose. Bien. La première question, c'était, parce que vous en avez posé 3. Alors, sur ce qu'on demande. Alors, vous aurez ça, on va vous le distribuer parce que vous aurez effectivement les éléments. Je peux vous le donner tout de suite parce que si ça se trouve, vous allez pouvoir réagir. Alors, il y a un arrêté du 15 mars 2023 qui limite considérablement la possibilité de positionner des emballages compostables avec les biodéchets. Cet arrêté, en fait, demande à ce que ces emballages soient exclusivement home compost. Et cet arrêté, en fait, limite considérablement le développement de ces matériaux, sachant qu'a priori, ces matériaux doivent s'orienter vers une filière de recyclage, qu'aujourd'hui, et vous en savez quelque chose, Citeo considère qu'effectivement, ces matériaux finiront forcément en incinération, et c'est également d'ailleurs le dernier avis de l'ADEME en disant qu'aujourd'hui, n'ayant pas de filière, ça va finir en incinération. Et on se retrouve avec des orientations qui sont assez surprenantes. D'un côté, on limite énormément la possibilité de les mettre avec les biodéchets. De l'autre côté, on demande que ce soit exclusivement home compost. Je rebondis sur la seconde question, à savoir l'ANSES, qui explique, et je vous avouerai qu'on est plutôt en accord avec la réponse de l'ANSES, enfin avec l'avis de l'ANSES, qui explique que compte tenu du fait que le compost domestique est fait par les personnes et pas forcément bien géré, on n'est pas tout à fait sûr que l'ensemble des matériaux biodégradables pourront se biodégrader totalement. Et notamment, ça a été rappelé par Bruno tout à l'heure, avec la possibilité d'ailleurs de dégagement de CH4, ce qui n'est pas très bon pour l'environnement, dans la mesure où il n'y aura pas suffisamment d'aération lorsqu'on laisse un compostage domestique sans le retourner. Et donc, l'avis de l'ANSES, c'est de dire, si des matériaux sont compostables, ces matériaux doivent être orientés vers le compostage industriel. Ce qui, a priori, n'est pas véritablement ce qui est poussé aujourd'hui, sachant qu'on nous limite en interdisant la possibilité d'avoir des matériaux certifiés en compostage industriel. Donc, parmi les demandes, c'est d'avoir la possibilité, comme l'Europe d'ailleurs a répondu à la France, de pouvoir avoir des matériaux, des produits sur lesquels pourra être écrit compostable malgré la loi AGEC, qui interdit d'avoir la possibilité d'écrire compostable lorsqu'on n'est pas en compostage domestique, ce qui est relativement aberrant parce que c'est totalement en contradiction avec l'Europe, sachant que l'Europe a une norme harmonisée qui s'impose à tous les États et que, en revanche, la norme en compostage domestique est une norme nationale. Et la troisième question ? Alors, la part de CO2 économisée, je ne pourrais pas vous le dire parce que ça dépendra des matériaux. Ça dépend si c'est du PLA, ça dépend si c'est des amidons complexés. Dans tous les cas, on a noté une amélioration au niveau du CO2 et je vous enverrai notamment vers l'ACV de l'ADEME, qui n'a pas été effectivement extrêmement, je dirais, on n'en a pas fait des gorges chaudes, mais dans son avis,
l'ADEME, et notamment par rapport au papier, parce que c'est plutôt ce qu'elle a mis en avant, considère qu'effectivement, les plastiques compostables, sur 3 points, sont plutôt meilleurs que le papier, et sur le reste, sont plutôt équivalents au papier. Et ça, vous pouvez le retrouver dans l'ACV de l'ADEME, avec une ACV qui a comparé des sacs compostables en compostage domestique, bien sûr, puisque c'est le cas en France, fruits et légumes, des sacs plastiques traditionnels, conventionnels, des sacs papier, et y compris des sacs papier avec une ouverture plastique pour pouvoir voir à l'intérieur, et enfin des sacs en tissu. Et les sacs compostables arrivent effectivement avec une place tout à fait enviable par rapport au papier, soit égal, soit meilleur, et par rapport au reste de manière assez importante, sachant que le reste devant être généralement réutilisé plusieurs fois. 7 fois, si ma mémoire est bonne, pour les plastiques conventionnels, qui sont des sacs réutilisables, et 40 fois pour les sacs qui sont en coton. Oui, si je peux me permettre, juste pour souligner la réglementation pour la collecte des biodéchets, la réglementation européenne demande d'ici 2024, 1er janvier, une collecte séparée des biodéchets. L'échelle nationale a peut-être été transformée en tri sélectif des biodéchets, mais à la source, mais la réglementation dans le règlement déchets européen, c'est bien collecte séparée des biodéchets. La France, le gouvernement français a déjà fait savoir que d'ici 2024, ce ne serait pas atteignable et faisable au début 2024. Après, tri sélectif, tri séparé à la source, j'ai du mal à envisager comment ça ne peut pas être suivi par une collecte et un traitement. Mais c'est aussi, oui, une terminologie différente, effectivement. Je me permets peut-être de compléter, M. Guichardez. Non, c'est bon, ça a marché. On peut jouer sur la sémantique, mais vous allez voir le site du ministère sur la partie biodéchets. Vous verrez qu'on est quand même, et vous devez le voir également lorsque vous discutez avec des collectivités, on est sur l'autoroute d'un système de collecte séparé. J'étais encore avec des collectivités il y a 10 jours. Les gens regardent comment ils vont faire. Et notamment quel système de collecte ils vont organiser, point d'apport volontaire, soit promotion du compostage domestique. Avec, vous avez raison sur un point, il n'y aura pas de pénalité si vous continuez à alimenter votre poubelle noire avec vos déchets alimentaires. Par contre, si demain on passe sur la tarification incitative, et je le sais que le sujet vous intéresse, donc on gardera la question du poids de la poubelle résiduelle, là, de facto, je pense que les Français iront vers une collecte séparée pour les biodéchets, avec soit un compostage dans le jardin, ou alors en point d'apport volontaire. Moi, je voulais revenir sur 2 points. Un, sur la question du carbone biogénique, parce que ça fait partie des sujets où il y a de débat entre les experts. Vous êtes sur un carbone différent d'un carbone, on va dire, fossile, avec une capacité de renouvellement. Donc il y a des débats actuellement sur la prise en compte de ce carbone biogénique dans on va dire, l'ACV global de certaines matières. Donc ça, il faut avec des débats au niveau européen sur ce qu'on appelle le PEF. Avec, pareil, des données scientifiques qui sont très intéressantes et qui vont dans un sens qui démontre que oui, le carbone biogénique, ce n'est pas un carbone comme les autres, donc il faut le réintégrer et calculer les ACV différemment. Donc ça, on sera en capacité de vous donner quelques chiffres si vous nous permettez un petit peu de recherche par rapport à ça, mais en tout cas, on est sur notre coup. Par rapport à l'ANSES. Alors, l'ANSES, moi j'ai toujours été surpris, donc il faut peut-être remettre dans le cadre de ce rapport, c'est une demande gouvernementale issue d'un article de la loi AGEC. Première page du rapport de l'ANSES, vous avez un disclaimer, on s'excuse, on n'a pas eu assez de temps pour faire, je vous encourage à le lire, l'étude peut-être dans des délais qui auraient nécessité plus de temps. Je vous en parle parce que ça vient, et moi c'est ça mon enjeu et mon incompréhension, ça vient percuter ce qu'on fait de manière scientifique avec la chaire Copac. Vous prenez l'étude de l'ANSES, il n'y a aucune nouvelle étude qui a été faite depuis un certain temps par rapport à des tests.
Donc on est toujours dans le pick and choose de certaines études. Donc on est, je ne dis pas sur un papier à charge, je dis simplement qu'il y a quand même certaines limites, y compris scientifiques, dans l'avis de l'ANSES. Et j'assume mes propos. Donc, moi je suis d'avis, et c'est dit dans l'ANSES, c'est intéressant de voir, c'est que qu'est-ce que dit l'ANSES par rapport à nos matières compostables biosourcées? Elle dit, c'est des matières intéressantes, mais vous faites peser la charge de la réussite de la matière sur le consommateur, monsieur, madame Michu, avec leur compost, qui ne vont pas faire la formation du maître composteur dispensée par l'ADEME. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. On le voit. Et on le voit aussi par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les produits qui sont des faux produits compostables. Qui sont des faux produits compostables. Vous en avez dans certains marchés, on vous donne un truc, on vous dit que c'est compostable, vous croyez et vous faites le geste de le mettre dans votre compost. Donc ça, c'est aussi une réalité. Donc si on veut réussir l'enjeu de la collecte des biodéchets, la problématique des microplastiques également, dont on a assez peu parlé ce matin, il faut qu'on puisse travailler sur ces sujets-là, donc s'assurer d'avoir des contrôles pour la qualité de ces matières, de ces produits qui sortent, que ce soit les emballages ou l'emballage qui vient entourer du sopalin qui pourrait se retrouver dans un compost parce qu'il est certifié Home Compost. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on veut travailler et avancer. Parce qu'on est conscient d'avoir une responsabilité et on est aussi conscient qu'on tient une alternative intéressante d'un point de vue industriel et d'usage. J'insiste sur ce point. Donc voilà, donc l'ANSES, nous, on se tient à disposition pour fournir des données, et c'est le cas, on l'a dit à Sandra, nous, on aimerait que les études qui ont été faites, les résultats qui sont faits, et je vous en parle parce qu'il y a quelques petits raccourcis dans l'envie de l'ANSES par rapport à la microplastique et les matières biosourcées, ça c'est faux. Ça c'est faux. En tout cas, c'est impossible à démontrer en 3 mois. Donc, et nous, on démontre, on a des données qui sont intéressantes et qui viennent percuter ça. Donc nous, ce qu'on demande, si on peut rajouter à la liste de courses, c'est peut-être une révision de cet avis à l'aune du travail qui est fait actuellement par la chaire COPAC et d'autres, parce qu'il y a d'autres études qui sont en cours à l'échelle européenne. Juste un petit point sur la directive cadre. D'une part, elle s'impose aux États. Elle ne s'impose pas aux particuliers. Et d'autre part, si vous lisez bien les articles 10, 11 et 15, elle n'impose pas dans tous les cas la collecte séparée. Elle autorise, avec des dérogations, la collecte conjointe, par exemple. Renvoi, articles 10, 11 et 15, il y a un jeu de renvoi, c'est un peu subtil, mais voilà, merci. Il y a peut-être d'autres questions, peut-être un petit peu moins techniques, mais... Alors, il y en a une... Alors, bon, là-bas et juste après, devant. Bonjour, Françoise de Vaugelas pour Infochimie Magazine. Justement, je voulais rebondir un peu sur l'impact de l'avis de l'ANSES qui a été publié par l'ANSES. Est-ce que ce genre d'avis pourrait avoir un impact négatif sur des projets industriels qui ont été annoncés et abandonnés en cours ? Et surtout, il y a d'autres producteurs industriels de PLA qui sont d'accord avec l'avis de l'ANSES et qui disent que finalement le compostage n'est pas une véritable solution et qui préfèrent la recyclabilité. Et j'aurais aimé savoir quel était votre avis sur ce point-là et si justement un tel avis pouvait avoir un effet négatif sur des investissements en France notamment. Alors mon avis sur ce point-là, c'est qu'a priori, certains industriels choisissent effectivement les orientations qui sont données par les gouvernements pour positionner effectivement leurs projets industriels dans des orientations actuelles, gouvernementales et institutionnelles. Je pense que c'est davantage ça. Ce que je comprends tout à fait, puisque dans la grande difficulté, on ne sait pas où se positionner, quand on a besoin de faire un investissement de plusieurs millions d'euros, il faut le vendre de manière à ce que ça corresponde un petit peu à l'orientation qui est donnée. L'orientation actuelle, on l'aura compris, c'est le recyclage, matière, recyclage, matière principalement, et une grande attente sur le recyclage chimique qui, pour l'instant, est encore en devenir. Je pense que les industriels qui se positionnent sur le recyclage sont davantage pour positionner leurs projets de manière attractive vis-à-vis des institutions comme l'ADEME, comme le gouvernement, plus particulièrement l'ADEME puisque c'est elle qui communique. La façon de considérer qu'effectivement le compostage n'a pas d'intérêt,
C'est sans doute précisément parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas franchement l'orientation qui est mise en avant, d'où cette conférence de presse. Sachant qu'on considère que le compostage est totalement complémentaire avec le recyclage mécanique. Le recyclage mécanique matière des plastiques est tout à fait légitime. Et le recyclage est également possible sur ce type de matériaux. Il n'en demeure pas moins que quand on parle avec Citeo, et c'est aussi le problème, c'est qu'on nous dit « oui, ça serait possible, mais il n'y a pas assez de quantité ». Donc, comme il n'y a pas assez de quantité, on ne va pas investir pour recycler sur des matières qui seraient beaucoup trop chères à recycler compte tenu des investissements. Donc, je pense que c'est pour ça, pour répondre à cette question. Et c'est aussi le problème que l'on a aujourd'hui avec des annonces d'investissement en France, seules annonces en Europe. C'est pour ça que c'est assez surprenant de voir la position française sur ce type de matériaux, alors que la France est extrêmement attractive et extrêmement en avance sur la maturité de ces matériaux par rapport même à d'autres pays européens. Donc voilà comment j'analyse effectivement les prises de parole et les positions de certains industriels qui ont besoin de mettre en avant de manière, je dirais, attractive leurs projets. J'ai répondu à votre question ? Mylène va répondre. Oui, je voudrais juste souligner que je pense qu'il ne faut absolument pas mettre en compétition compostage et recyclage matière, recyclage organique et recyclage matière. Le PLA est un des matériaux justement qui a la chance d'avoir une multiplicité de solutions de fin de vie, recyclage mécanique, recyclage chimique et recyclage organique. Et c'est donc en fonction du contexte, en fonction du type d'application qu'il faut pouvoir choisir la bonne fin de vie qui ne doit pas être laissé le choix au consommateur. L'étiquetage est important, la communication au consommateur est importante, mais il faut vraiment prendre tout ce qui est bon à prendre pour ces matériaux qui peuvent avoir des fins de vie très variées et durables dans tous les différents contextes. En cercle fermé où la collecte du PLA et les applications sont non contaminées, effectivement, le recyclage, là, aura beaucoup plus de sens et le recyclage du PLA est en train de se développer. Il y a déjà du PLA recyclé sur le marché. Mais le compostage n'est pas à oublier pour d'autres applications. Et puis n'oublions pas qu'en fait, nous, comme on l'a dit précédemment, quand on parle du compostage, c'est en complémentarité, on l'a dit. Et c'est en complémentarité lorsque, et Mylène l'a dit, il est très compliqué, voire impossible, de pouvoir recycler certains produits en plastique pour des raisons techniques, économiques et potentiellement environnementales. Sachant que de toute façon, généralement, les trois éléments sont liés. Alors, il y a un exemple très simple ici dans cette salle, c'est les emballages de sucre. Si vous faites les emballages de sucre en PLA, le problème, ça ne va pas être l'impossibilité de recycler la matière. Le problème, ça va être de réussir à récupérer ces petits emballages pour pouvoir les intégrer dans une filière de recyclage de PLA. Et c'est là où nos matériaux ont un intérêt. D'abord, c'est alimentaire, c'est assez facile de l'orienter vers des biodéchets. L'arrêter l'interdit. Et en revanche, il ne sera pas recyclé. Et il ne sera pas recyclé que ce soit du plastique, quel que soit le type de plastique. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, positionnons le compostage et la valorisation organique à sa juste place, sans les opposer. C'est une complémentarité au regard des objectifs à atteindre pour le recyclage de ces matières. Et des usages. Moi, j'insiste là-dessus, c'est que on a lu comme vous l'entretien. On est dans des usages différents. On peut pas, et c'est très important par rapport à ce qu'on essaie d'expliquer sur la réalité des différentes résines qui existent en plastique conventionnel, qui ont des usages différents, nos matières et le développement de nos matières, notamment, Christophe vient de prendre l'exemple du petit sachet de sucre, moi je vous prends l'exemple du petit sachet de spéculoos, ou du biscuit Café Richard quand on est parisien. Voilà, vous voyez, tous ces petits emballages. Vous allez en Inde, on va dépayser pour sortir du truc. Vous allez en Inde, L'Oréal, par exemple, une marque connue, vend son shampoing en dosettes individuelles.
L'Inde a interdit les plastiques à usage unique. Donc nous, on dialogue avec certaines personnes en Inde. Les vraies questions, comment fait-on? Vous avez, par exemple, une bouteille d'1 litre en Inde pour l'Orel, elle n'existe pas. Vous avez 10 dosettes ou 15 dosettes. Des petits sachets qui ne seront pas collectés ou très mal collectés, ou en tout cas pas valorisés. Là, on a des possibilités de faire des choses qui sont intéressantes. Donc, en tout cas, c'est notre point de vue, notamment pour plein de petites applications comme ça. Vous voyez, ça vient en complément des solutions qui peuvent exister sur des plus gros emballages qui sont peut-être à destination aussi de ces marchés. Mais il y a une réalité qu'il va falloir embrasser par rapport à ça. Oui, bonjour, donc Tiziano Polito, Emballage Magazine. J'ai 2 questions. Une à Sandra Domenech, donc, qui a introduit une notion de compostage, de recyclage organique. J'ai vu donc des produits qui étaient compostés. Je voulais savoir s'il y a une différence entre ça ou c'est justement, ça rejoint un peu ce que disait ma consoeur avant. Est-ce que c'est une façon de dire que le compostage peut devenir du recyclage ou peut être une autre façon de considérer le problème qui sera admise par la réglementation? Et donc la deuxième question, c'est pour Maëlène Ravard et qui concerne justement, vous avez parlé du compostage, des bioplastiques, etc. Et vous avez, il y avait une usine qui était en programme chez vous à Grand-Puy pour fabriquer du PLA et vous l'avez arrêté. Donc je voulais savoir s'il y a eu du nouveau sur ce dossier, parce que si c'est un axe de développement pour vous, est-ce que, voilà, à ma connaissance, vous n'avez qu'une autre usine en Asie? Il y avait un projet en France. Qu'est-ce qu'il en est de ce projet et pourquoi vous l'avez arrêté si violemment, je dirais? Alors, moi, je vais répondre au sujet du compostage organique, enfin du recyclage organique. En fait, j'ai repris ce terme-là en fait, de la proposition de la Commission européenne pour la révision de la directive sur le traitement de déchets des emballages. Et là, les méthodes donc, de traitement biologique des déchets, qu'ils soient du compostage ou de la méthanisation, sont nommés des recyclages organiques. Et donc, oui, c'est la même chose. Donc, j'ai fait mienne le terme pour vous signifier qu'on a 3 possibilités de recyclage qui s'appliqueront à des matériaux et des contextes différents, mais il y en a 3 possibilités, à mes yeux. Ce qui, si je peux dire un mot, met le recyclage organique, donc le compostage, au même niveau dans la hiérarchie de traitement des déchets d'emballage que le recyclage mécanique ou le recyclage chimique. Parce qu'en fait, on a 2 fois des produits de valeur. Donc, sur la méthanisation, on a le biogaz comme produit de valeur. Et sur le compostage, on a le compost qui est un produit de valeur. Tout à l'heure, était dit que les sols européens souffrent. Donc, c'est un produit de valeur pour redonner un peu de la vie dans nos sols agricoles. Pour l'investissement de Total Énergie Corbion, effectivement, l'objectif d'ouvrir d'un investissement en France a été arrêté par notre entreprise. C'est toujours le cas. Donc aujourd'hui, Total Énergie Corbion a une entreprise de production, une usine de production en Thaïlande. Et on va se focaliser sur le développement de cette usine de production. Et les raisons sont simplement que les conditions ne permettaient plus cet investissement, n'étaient plus réunies pour cet investissement. Et des press releases de nos différentes entreprises mères, Total Énergie et Corbion, ont présenté ces conditions, ces raisons d'arrêt de l'investissement. Et peut-être pour rebondir sur un point, pour la définition actuelle du recyclage dans le droit français, Code de l'environnement, article 541-1-1, vous avez déjà la référence à la valorisation organique. Sous ces 2 jambes, on en a peu parlé ce matin, avec la méthanisation, qui est un vrai enjeu pour une partie de ces matières. Avec, on verra comment ça sort de Bruxelles, mais une grande chance d'avoir chaque État membre dans l'obligation d'atteindre des volumes de production de gaz vert à l'échelle 2030-2035 pour vraiment se passer des gaz fossiles et surtout du gaz russe. Donc voilà, donc on a cet enjeu-là aussi. C'est une caractéristique des matières qu'on a développées. Ils peuvent être utilisés là-dedans. Il y a des discussions qui sont en cours. Il y a un appel à projet qui a été lancé par GRDF sur ce sujet pour faciliter la collecte des biodéchets demain. Donc voilà, donc on est sur cette valorisation, double valorisation qui existe déjà
de par on va dire, le droit positif. Hein. Je dis ça parce que vous avez mentionné la ville de l'ANSES, il y a eu aussi un petit truc de l'ADEME qui disait que le compostage n'est pas du recyclage. Je connais bien l'ADEME, c'est pas l'ADEME de dire le droit, et surtout, le droit dit l'inverse. C'est du recyclage. Non, mais c'est un mot qui compte beaucoup parce que les plastiques à usage unique vont être interdits tous. Hein, vous parlez des sachets de ça c'est fini bientôt. Si c'est recyclé, si le compostage, je résume, devient du recyclage, si le compostage devient du recyclage, ou si c'est la même chose selon le législateur, ça veut dire que ça les autorise, en réalité. C'est ce dont on parle par rapport aux freins. Mais, voilà. On est sur une catégorie de produits qui peuvent glisser et se faire dans ces... Parce que moi, je ne sais pas comment vous allez... j'ai du mal à croire, prendre l'exemple de Christophe, qu'on va avoir chacun un sucrier en porcelaine sur chaque table de bistrot de ce pays. Peut-être que c'est dommage pour les gens de Limoges, mais je ne pense pas que ça sera fait à Limoges si ça revient comme ça. Donc voilà, donc c'est ce que nous on essaie d'expliquer, ce glissement, ces potentialités, et donc cette bataille, parce que le droit dit aujourd'hui que si vous avez une valorisation matière, donc retour dans un objet, mais vous pouvez avoir une valorisation pour d'autres usages, notamment le compost ou la méthanisation. Ça, c'est prévu déjà. Donc nous, on voudrait éviter de se retrouver dans une discussion avec l'ADEME sur le fait que la valorisation organique n'est pas considérée comme du recyclage, ce qui serait un retour en arrière par rapport à tous les textes déchets et l'interprétation, en tout cas là, en Europe également. Donc voilà, donc c'est ça là aussi le débat. Attention à ne pas mettre des bâtons dans la roue, ou en tout cas des questionnements qui n'ont pas lieu d'être, parce que le droit est clair comme de l'eau de roche sur ce sujet. Alors, je crois qu'il y a deux autres demandes de questions. Petite aparté. Qu'est-ce qu'un plastique à usage unique? Parce que là, on parle effectivement d'un morceau de sucre, mais à la limite, un emballage d'une viande est aussi à usage unique. Donc il faudra aussi définir ce qu'est un plastique à usage unique. Alors aujourd'hui, on parle effectivement des éléments qui n'emballent pas vraiment et qui sont à usage unique, mais la définition des plastiques à usage unique et d'ailleurs des produits à usage unique. Il y a aussi la problématique de remplacer par quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a interdit des plastiques à usage, des produits qui sont en plastique à usage unique, qui sont remplacés par du papier, du bois, de la bagasse, et parfois d'ailleurs pas forcément pour de meilleures solutions. Et on voit actuellement d'ailleurs des problématiques autour du papier qui a remplacé le plastique et qui n'a pas forcément un cadre réglementaire à la hauteur. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour, Nicolas Gubert, je travaille pour l'AFP. J'avais une petite question. Est-ce que vous pourriez préciser le poids économique de votre filière en France et en Europe? Je crois que vous avez parlé de 15 usines en Europe, dont 5 en France, c'est bien ça? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez préciser quelle est votre crainte aujourd'hui? Est-ce que c'est une crainte pour le développement de votre filière ou pour sa survie, tout simplement? Alors, moi je parlais de mon groupe Sphère, dont on a 15 usines à l'échelle en Europe. On en a 5 en France qui travaillent ces matières-là. Et en Europe, on peut élargir parce qu'on fournit ces matières en Espagne, en Allemagne et sur d'autres marchés. Le poids économique de la filière, vous savez, moi je suis un petit peu... je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça parce qu'on n'a pas de chiffres clairs. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que moi je suis dans un groupe qui pèse 850 millions de chiffre d'affaires, qui a 1500 salariés à l'échelle européenne et que c'est un axe important. Je pense que mon voisin est encore plus gros sur cette niche-là. Donc, Total Corbion, vous voyez que c'est quand même il y a quand même matière. Vous avez aussi toute l'activité autre. C'est ça dont on parle, la chaîne. Et là, on parle de la chaîne. On parlait tout à l'heure, nous, on achète nos matières à Roquette, à Tereos, par exemple. Vous voyez, c'est des groupes qui ont quand même un peu pignon sur rue, qui font vivre des centaines d'agriculteurs. Il y avait des féculeries, notamment au Simon, qui vient de fermer, mais qui employait une centaine de salariés, qui avait une présence sur un territoire. Donc, vous voyez, c'est quand même des éléments qui sont, alors on est moins gros qu'Airbus, mais en tout cas c'est très disséminé, c'est du vivant, et il y a aussi une potentialité derrière par rapport à la question du compost qu'il faut prendre en considération. Donc moi je suis assez gêné pour vous donner un chiffre global en disant voilà, regardez, il y a ça, un statement. Non, je ne suis pas capable, je pense que Christophe peut compléter, mais je vais terminer sur un point, si tu me permets, par rapport à la seconde question. La crainte, c'est, on peut se dire les choses, un peu la survie, parce que si vous êtes empêché,
à un moment donné, si vous êtes constamment dans le flou réglementaire ou les incohérences réglementaires, alors qu'on a des demandes, et on le dit, ça a été dit par certains aussi de vos collègues, on doit trouver des alternatives. Donc la question que nous on pose, c'est comment fait-on? On peut interdire ci et ça, il y a de l'emballage superflu, il y a du plastique à usage unique qui doit disparaître, c'est fait et c'est tant mieux. Par contre, il y a des usages de base sur lesquels ça sera très difficile de revenir par d'autres méthodes, avec une logique CO2, donc carbone, pour ne pas avoir des trucs qui sont excessivement carbonés, des logiques matières aussi, donc limiter l'emploi de certaines matières parce qu'on sait qu'elles se raréfient, des choses comme ça. Et nous, on pense que là-dessus, on a un petit créneau à faire valoir. Donc vous voyez, c'est un mix de craintes et aussi parfois au creux de la tête, on va nous flinguer. Alors, sur le point économique, effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment, puisqu'on avait été lancé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec la possibilité, en fait, de faire des sacs fruits et légumes compostables en compostage domestique. Et là, ça a été vraiment, je dirais, un appel d'air très important et un début de développement extrêmement important pour la filière française, sachant qu'on était déjà présent. En 2017, en fait, on est passé, pour vous donner une idée, à 1000 tonnes par an en France de ces matières en matières premières, un marché d'à peu près 1000 tonnes par an, ce qui est extrêmement ridicule, à 20 000 tonnes d'un seul coup, uniquement parce qu'on a ouvert aux sacs fruits et légumes en compostage domestique. Donc c'est quand même un bond énorme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les nouvelles orientations et je dirais le plastique compostable, biosourcé, bashing qu'on voit partout, y compris d'ailleurs en rebondissant sur les avis de l'ADEME, bien évidemment les déformant encore plus. On se retrouve à avoir pratiquement 50% de réduction, en tout cas sur la grande distribution, parce qu'on est passé sur le papier, parce que le papier a plus une image environnementale. Voilà. Et quand on parle... Pardon ? Par an, oui. Non, pas du tout. Nous, on ne fait pas du tout l'ensemble. Ah bah non, on s'en fout. Moi, je parle que de la France, là. Les 20 000 tonnes Ah non, moi je parle au nom de la filière. Là, je prends ma casquette de président et je ne veux même pas parler de Novamont. J'en parlerai si vous voulez, si on parle de l'Italie, parce qu'effectivement, on est très présent, mais je ne suis vraiment pas là pour parler de Novamont. En revanche, justement, à propos de Novamont, on peut parler de l'Italie. Et là, ça vous donnerait une idée du potentiel. Parce que l'Italie ayant commencé la collecte sélective, le tri à la source et la collecte pour un traitement en compostage, il y a une vingtaine d'années. Et c'est là, en fait, où ces matériaux ont montré tout leur sens et tout leur intérêt. Ce qui fait qu'en Italie, vous avez une filière qui est totalement développée. Donc là, à la limite, je pourrais vous répondre sur le potentiel. Parce que l'Italie, aujourd'hui, on est entre 150 000 tonnes de produits commercialisés, à peu près. Je me demande si on n'est même pas au-dessus. Et tout confondu. Là, je ne parle pas que de Novamont, bien évidemment, puisque Sphère a également d'ailleurs des usines en Italie et pas que Sphère. Donc, en fait, le problème que l'on a aujourd'hui en France, c'est davantage, est-ce qu'on n'est pas bloqué? Est-ce qu'on n'est pas en train de, tout simplement, faire mourir une filière qui est à maturité, où nous avons plus d'une cinquantaine d'acteurs français, j'ai fait le compte hier, des sociétés que je connais, c'est-à-dire qui sont en contact avec ma société. Il y en a plus de 50 en France, sachant que la plasturgie française, c'est principalement des petites et moyennes entreprises. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on ne les entend pas trop. Parce que ces petites et moyennes entreprises n'ont pas la capacité de pouvoir, ou sont assez peu regroupées sur la transformation. Parce que la représentation de la plasturgie en France, et nous avons peut-être quelqu'un qui pourra en parler davantage, c'est principalement les matières premières qui sont évidemment puissants avec Plastique Europe et les recycleurs. Et aujourd'hui, ceux qui parlent beaucoup au nom de ce type de matière, c'est les recycleurs. Ce n'est pas les transformateurs, qui en revanche sont directement impactés. Donc parce que les recycleurs ont
cette obligation, effectivement, d'arriver à des niveaux de recyclage tout à fait légitimes, mais qui sont extrêmement importants et qui sont d'ailleurs totalement, je dirais, irréalistes quand on voudrait que d'ici 2025, tous les plastiques emballages soient recyclés. On sait où on en est aujourd'hui, c'est totalement irréaliste. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir toutes les solutions à notre disposition pour pouvoir atteindre ces niveaux de recyclage, dont le recyclage organique. Mais si vous voulez, je reviendrai vers vous pour vous donner davantage d'éléments sur l'Italie, parce que chaque année, l'Italie publie la réalité de la filière avec des chiffres au niveau des sociétés qui font la production et de la réalité du marché, avec d'ailleurs pas mal de produits que vous avez ici, qui ne sont pas du tout des produits qu'on a sur la France, puisque le marché est développé. Je vous en prie. Oui. Alors merci en tout cas de votre éclairage sur le recyclage organique. Oui, pardon, je ne me suis pas présentée. C'est Aspiteri, donc je représente Plastic Europe. Je suis responsable réglementaire et affaires publiques. Voilà, merci de votre éclairage sur le recyclage organique, parce qu'on ne comprenait pas trop comment... pour moi, c'était de la valorisation, mais je comprends bien pourquoi vous l'intégrez dans la terminologie de recyclage. On comprend mieux en tout cas, chez Plastic Europe. Et ça, c'est très éclairant. J'ai une question pour Madame Domenech, c'est sur... les 1% de non dégradés qu'on retrouve donc dans les composts. On s'intéresse beaucoup aux microplastiques à l'heure actuelle, qui est une source de pollution énorme et sur lequel on combat et sur lequel on essaye d'agir de façon très précise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une nouvelle voie d'introduction des microplastiques dans les sols, qui sont déjà très impactés par les microplastiques? Donc ça, c'est une première question. Et puis j'ai une deuxième question pour Monsieur De Wolf, sur la certification, sur les certifications. Alors à l'heure actuelle, je réalise un gros travail d'évaluation de tout ce qui est certificat sur les biosourcés et sur les compostages, tout ce qu'on peut trouver comme certificat. J'en trouve énormément. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un flou artistique et qu'il est très difficile à l'heure actuelle de se repérer, en tout cas, dans tout ce qui existe et dans tous des labels plus ou moins sérieux, d'ailleurs, qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, donc j'avais deux questions. En tout cas, merci pour cet éclairage sur le recyclage organique. Ok, donc moi je vais répondre à la question des microplastiques, qui est en effet une question difficile. Pardon. Donc, les microplastiques sont déjà là, mais ils ne proviennent pas des biodégradables, ils proviennent bien des matières conventionnelles qui sont non biodégradables. Ça, c'est sûr. Si je fais une analyse de l'eau de mer, du sol, du compost, je ne sais quoi, ce que je trouve en premier lieu, c'est des microplastiques, mais des microplastiques des polymères conventionnels. Si je fais une analyse des eaux usées des stations de recyclage, je trouve des microplastiques, des matières conventionnelles. Donc la réalité, elle est là, elle est massive. On peut aussi prouver aujourd'hui déjà que la pollution des sols par des conventionnels toujours est bien supérieure à la pollution des cours d'eau et de la mer. Et c'est une réalité que je déplore et contre laquelle je m'insurge de toute mon être de chercheurs. Maintenant, parlons donc de 0,1% du marché et donc de 1% de 0,1%. Donc déjà, le risque d'une pollution massive n'y est pas aujourd'hui. Et il y a une deuxième chose, et ça, malheureusement, la recherche est un peu lente parfois, mais c'est parce que les processus biologiques sont lents. Donc nous avons suivi, donc au bout de 4 mois, on a encore la possibilité de retrouver quelques fragments. Ces quelques fragments ont été pris par nos soins et on les a mis dans le sol. Parce qu'il y a une question, c'est d'avoir un reliquat, aussi infime soit-il, et il y a l'autre question, est-ce que ce reliquat-là, il va être persistant dans le temps? Et cette persistance dans le temps, malheureusement, je ne peux pas vous en donner la réponse aujourd'hui parce que nous sommes en cours d'analyse. Il y a des matières qui continue à se dégrader. En fait, le 1% qu'on a trouvé continue à se dégrader dans le temps, mais la cinétique n'étant pas finie, je ne suis pas en mesure de vous en donner un résultat fixe. Pour l'instant, on est plutôt encouragé, mais je pense que cette question de la persistance
est une question fondamentale et elle est non résolue aujourd'hui parce que aussi on aimerait tous que ça aille plus vite, mais il faut se rendre compte que ça veut dire, c'est de retrouver quelque chose qui est dans une quantité de micro, voire de nanogrammes, dans des milieux aussi complexes que le sol ou le compost, qui sont donc très diverses. Et donc déjà au niveau de l'échantillonnage, et après de pouvoir retrouver quelque chose qu'on ne voit plus et qui est peut-être présent dans ces quantités-là, c'est extrêmement difficile à réaliser et la méthodologie scientifique n'est pas encore armée pour y donner une réponse claire. Oui, alors je voulais peut-être encore juste rajouter un élément par rapport au microplastique. Il faut bien comprendre que la biodégradation et la désintégration, c'est un phénomène asymptotique. Donc ça va prendre un certain temps pour démarrer, puis ça va aller relativement vite, et puis on va arriver à un plateau. Et donc les derniers pourcents vont mettre infiniment plus de temps à se biodégrader. Et donc c'est comme ça en fait que tant en laboratoire que dans la réalité, au bout d'un certain temps, on va retrouver des fragments, mais ça ne veut pas dire que le processus s'est arrêté. Il est simplement plus lent. Concernant le nombre de labels et de systèmes de certification, en gros, au niveau mondial, il y a trois systèmes, il y a trois marques vraiment qui se détachent. C'est le Seedling Logo d'European Bioplastic, il y a l'OK Compost et alors il y a le BPI aux États-Unis. Ça, c'est les trois. Alors, moi, j'en retrouve 20. Oui, mais alors il faut voir, est-ce que ce sont des marques de conformité ou bien est-ce que ce sont des marques commerciales ou ce sont des marques commerciales? Il y a des labels privés, mais il y a également des labels qui sont non privés, qui sont issus des normes que vous citiez. Et c'est pour ça que je posais la question, parce qu'effectivement, c'est un... Enfin, je ne voudrais pas utiliser un terme désobligeant, mais c'est très compliqué de s'y retrouver. Ah oui, mais je suis bien d'accord. Hein, je suis bien que ce soit pour les biosourcés. Alors, biosourcé, ça peut être du 1% dans l'échantillonnage en biosourcé, c'est considéré comme du biosourcé, ou du 60%, enfin, que vous évoquiez là tout à l'heure. Donc là aussi, c'est compliqué pour des gens qui veulent effectivement s'approvisionner en biosourcé de s'y retrouver. C'est pour ça que je posais la question. Je serais intéressé à en discuter plus dans le détail parce que, bon, évidemment, nous, on développe nos marques de certification et nos systèmes de certification qui, pour certains d'ailleurs, ont servi de normes ou de base pour la normalisation. Mais c'est clair qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Voilà, bon, je ne vais pas... plus ou moins sérieux. Moins sérieux. Et je me permets simplement de rebondir juste avant la dernière question, parce que c'est important ce que vous dites, puisque là, on avait 2 entrées, et on avait essayé en début de présentation de bien expliciter les termes. Là, vous parlez de compostable par rapport au label, et après, vous parlez de biosourcé. La question du biosourcé, nous, notre demande, c'est de s'aligner, par exemple, sur ce que fait la France, 50-60%, identique en Italie. Et donc là, on aura les mêmes débats. Vous avez ces mêmes débats aujourd'hui à Bruxelles dans le règlement emballage, où les acteurs du biosourcé demandent d'avoir une équivalence par rapport au contenu recyclé, contenu biosourcé documenté. Donc ça veut dire aussi avec un système de traçabilité. C'est un enjeu de qualité, d'information du consommateur, pour les producteurs, transformateurs également. On doit savoir ce qu'on reçoit. Parce que vous connaissez comme moi la plasturgie, les machines réagissent différemment si vous avez 10, 5, 15, 20% de matière biosourcée. Donc voilà, donc ça, c'est un autre débat par rapport à la compostabilité, c'est l'information par rapport au contenu biosourcé des produits. Donc nous, tout ici présents, on pense, pour des affaires aussi de vitesse, de dégradation et compagnie, que plus le taux est élevé, plus ça va vite et plus on est aussi dans des matières qualitatives. Donc, où on n'a pas de surprise d'avoir parfois un produit conventionnel fossile qui va peut-être moins bien se dégrader ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on est aussi très allant parce que c'est aussi des éléments de volume qui font qu'on arrivera à faire vivre et faire grossir la filière. Et le contrôle. Merci. Camille Saïsset, recyclage et valorisation. À vous écouter, la question du compost, enfin, je suis assez... Ça m'a rassurée quand vous avez parlé de capacité de produire du gaz avec des déchets organiques, donc d'évoquer la question de la valorisation énergétique de ces plastiques, emballages plastiques. Vous n'avez pas du tout évoqué la norme sur le compost, qui, je crois que c'est la NFU 51, qui, si je ne m'abuse, est en révision.
Vous dites la norme, vous parlez de la 13, 4... Non, Ah, la norme. Ah oui, qui est en révision, effectivement. D'accord. Et qui donc s'appuie aussi sur un autre règlement texte européen qui lui aussi, je crois que c'est sur les matières fertilisantes, qui lui aussi est en révision, n'est-ce pas? Voilà. Le règlement fertilisant. Voilà. Et alors certes, il y a la question des microplastiques en termes de pollution, mais il y a aussi la question des métaux lourds. Vous n'en avez pas parlé du tout. Et il y a aussi des grosses installations qui sont en lien avec le compostage industriel potentiellement, qui sont les TMB, dont vous n'avez pas parlé du tout non plus. Voilà, attendez, voilà, ça c'est sur la première partie de ma réflexion à vous écouter, donc c'est pas vraiment une question, mais je veux bien que vous en teniez compte et que vous réagissiez par rapport à ces réalités d'aujourd'hui. Et je me pose aussi une autre question, c'est-à-dire que par exemple, si on regarde à Paris aujourd'hui, donc je vais m'intéresser au tri que peuvent faire les ménages chez eux, dans leurs poubelles, et se dire, je vais contribuer à mon échelle à moi aussi réduire les quantités de déchets qui vont partir dans les filières de traitement. Et simplement, donc, en mettant de côté les déchets organiques. Et là, la mairie de Paris, très gentiment, donne des petites boîtes très ouvertes, très aérées, qui peuvent se mettre sur le bord d'une fenêtre très facilement. Mais pour aller jeter ces déchets organiques, il faut que ce soit dans un sac, idéalement dans un sac compostable, biosourcé. Et là, se pose la question de la résistance dans le temps. Et comme vous venez de dire, c'est un critère qualitatif que le sac se dégrade rapidement. Mais en même temps, s'il se dégrade trop vite, faut en utiliser un autre pour aller jusqu'à la benne. Pas la benne d'ailleurs, la poubelle qui est mise à disposition pour ça. Et c'est assez dégueulasse. Voilà, donc je trouve qu'il y a des histoires, il y a des questions de pédagogie et des questions de retour d'expérience. Et voilà, maintenant je me tais. Merci. Alors, c'est assez... on n'a pas tout abordé parce que c'est des questions qui sont assez anciennes. Le TMB, je pense que ça a été plus ou moins, je dirais, traité avec des essais d'interdiction de TMB au niveau national, compte tenu de la qualité justement de ce qu'on avait au final. Ça n'a pas été effectivement totalement interdit. On essaye de remettre les TMB en montée en fait en qualité. Pour revenir sur la 44051, dont je fais partie des experts, donc je peux vous en parler. Elle est effectivement en révision depuis plus d'une dizaine d'années. On commence enfin à en voir la fin. Sur la partie métaux lourds, là, effectivement, je pense que c'est assez intéressant parce que la norme européenne 13432 est une des normes les plus exigeantes. Et vous avez dans la norme 13432 qui, justement, concerne la compostabilité des emballages. Et je dis bien d'ailleurs de tous les emballages, pas forcément les emballages plastiques. C'est principalement les emballages plastiques qui la passent, mais elle est aussi valable pour les emballages papier, qui la passent beaucoup moins parce que tout le monde considère que c'est effectivement biodégradable. Donc là, vous avez des taux des limites en termes de métaux lourds extrêmement élevés et très largement au-dessus de ce qui est demandé dans la norme 44051, d'autant qu'on parle des matériaux intrants, alors que dans la norme 44051, on parle du résultat final. Et on se retrouve dans des intrants avec des taux acceptables de métaux lourds beaucoup plus faibles que sur le matériau final dans le 44051, ce qui est assez paradoxal. Généralement, d'ailleurs, ce n'est pas pris en compte, alors que c'est quand même quelque chose d'assez important de différencier l'intrant et le compostage final, parce qu'a priori, le compost devrait être au moins égal à ce qu'on demande à l'intrant. Sur la partie collecte et tri à la source, effectivement, c'est un souci. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces matériaux se sont, entre guillemets, imposés en Italie, parce que l'Italie trie à la source depuis les années 2000. Et la ville de Milan, qui est relativement mis en avant
de manière assez générale, trie les biodéchets depuis 2012 avec ces matériaux. Précisément parce que lorsqu'on utilise des sacs papier, à moins qu'ils soient très épais, etc., et très résistants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas très ragoûtant et surtout c'est plein d'eau. Donc si vous utilisez des sacs papier, c'est pas forcément l'idéal. Le plastique est beaucoup plus adapté à ça et c'est une des raisons pour lesquelles n'oublions pas qu'en fait, si le plastique s'est développé, c'est parce qu'il y a des propriétés plastiques. Et on a tendance à oublier ça. Et donc là, ces matériaux-là sont parfaitement adaptés. Vous avez d'ailleurs un exemple de poubelle utilisée très généralement en Italie et maintenant en France. Vous avez entre autres Compost Plus, qui est un réseau français qui a des collectivités locales, une soixantaine aujourd'hui, qui fait le tri à la source et qui fait un compost de qualité, généralement, en tout cas pour certains, même qui ont l'agrément pour une utilisation en agriculture biologique, tout en utilisant ces matériaux, et précisément parce qu'ils utilisent ce type de matériaux pour éviter d'utiliser des sacs plastiques conventionnels qui, lorsqu'on les utilise et qui rentrent, quand bien même il y aurait un déconditionneur en entrée, on a toujours des morceaux de plastique qui restent et qui, malheureusement, finissent en partie dans le compost final, et c'était ce qui était reproché au TMB. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et je vais vous rebondir sur le côté praticité. Donc, sachez que nous, on participe à une expérimentation avec les alchimistes, justement, sur ça, dans 2 arrondissements parisiens, 13e et 14e. Et une des données importantes, c'est, on va dire, le rythme de collecte, le nombre de fois où vous allez aller à ce qu'on appelle un point d'apport volontaire. Donc voilà, donc ça, c'est des réflexions que nous, chacun d'entre nous, avons aussi avec les collectivités, parce que l'épaisseur du sac que vous allez trouver éventuellement à la supérette du quartier ou qui vous sera donné dans certains endroits par les collectivités, ça dépendra aussi du nombre de points d'apport volontaire, si c'est pratique. Mais globalement, en termes de praticité, nous, on est plutôt sur la même ligne que Novamonde par rapport à l'Italie. On a vu que ça marchait bien parce que vous avez des sacs qui sont étanches, qui peuvent emporter jusqu'à 3-4 kg de matière, donc c'est pas anodin. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de sortir tout de suite après votre repas, mais on doit discuter sur justement les rythmes de passage, des choses comme ça, parce que comme c'est des matières très vivantes, il faut qu'on puisse travailler là-dessus. Mais en tout cas, c'est jouable, et en Italie, pour rebondir sur l'exemple italien, où on est allé loin dans la logique des matières biosourcées compostables, on a par exemple un éco-organisme. En France, on aime bien les éco-organismes. Je vous le dis, parce qu'il y aura peut-être une nouvelle loi AGEC un jour, donc on pourra peut-être avoir un éco-organisme biosourcé. C'est une vraie filière. Et le monsieur de l'AFP est parti. C'est dommage que cette question d'avoir un éco-organisme qui peut aussi conduire des recherches, faire des investissements, comme le fait Citeo chez nous pour des matières conventionnelles, est assez intéressante. Parce que justement, les collectivités qui en ont sont bien embêtées, donc, et non considérées actuellement. Ils peuvent les adapter. Oui, d'accord, mais en tout cas, ils ont du mal à se... Je pense qu'il faudrait qu'on travaille avec eux un peu là-dessus, tout simplement. Mais, alors, si vous partez, n'hésitez pas à venir me voir parce qu'en fait, vous avez quand même des documentations qu'on avait prévues. Et malheureusement, je vois qu'il y a déjà un journaliste qui est parti sans l'avoir, donc on lui enverra ça par mail, ce qui n'empêchera pas de vous l'envoyer également par mail, en plus de la partie papier. Juste pour finir sur le côté pratique, pour donner un autre exemple que l'Italie, parce qu'on utilise beaucoup l'Italie, et au final, l'Italie, mais il faut changer d'exemple. Retour d'expérience, moi j'habite aux Pays-Bas. Dans ma ville, depuis 1 an, ils ont mis en place la collecte sélective séparée des biodéchets en ville par rapport volontaire. La municipalité fournit des sacs compostables, donc j'ai une poubelle compostable à la maison. Effectivement, il faut la sortir un peu plus souvent que la poubelle de plastique, mais une fois tous les 2 jours, c'est largement suffisant et c'est très pratique de pouvoir la porter au bout de sa rue. Moi, en retour d'expérience, ça fonctionne très bien. Et aux Pays-Bas, ils ont même imposé que par exemple, les sachets de thé soient compostables. Donc là-dessus aussi, je suis sûre que le sachet de thé que je vais acheter en supermarché, je peux le mettre dans mon sac de compost. Et alors, juste une précision, une
une remarque et une question. La précision sur les articles, la directive cadre que j'ai citée, c'est peut-être pas 10, 11, 15, c'est peut-être plutôt 10, 15, 22. Mais bon. On l'avait noté. Je crois. Merci. Autant essayer d'être précis, mais bon, à vérifier. La remarque sur les TMB, je rappelle que d'une part, les composts de TMB respectent la même norme que les composts de biodéchets triés à la source et que les meilleurs TMB ont une qualité comparable à celle des composts de biodéchets triés à la source. Une petite remarque à l'attention de ma collègue qui se plaignait que les collectivités sont un peu gênées avec les TMB. J'ai souvenir d'une série d'articles déconsidérant les TMB qui était signée Camille Saïssé, si je me souviens bien. C'est peut-être une homonymie. Non, c'est pas grave. En quoi ça vous dérange que votre collègue fasse son travail? En quoi ça vous dérange? Est-ce que je vous ai reproché de faire votre travail? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et la question, c'est, parce que si j'ai bien compris, vous souhaitez développer les plastiques biosourcés compostables et qu'on puisse les mettre dans les biodéchets triés à la source. Est-ce que vous ne craignez pas que ça génère une confusion dans l'esprit du citoyen au niveau des consignes de tri? Mais vous permettez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que vous ne craignez pas que ça génère une confusion? Les citoyens ont déjà du mal à appliquer les consignes de tri actuelles. Avec l'extension des consignes, on voit que le message a du mal à passer. Est-ce que si on leur dit, ben voilà, il y a des plastiques qui vont dans le compost et des plastiques qui vont dans le bac jaune, est-ce que vous ne craignez pas que ça génère de la confusion? Merci. Alors, pour la confusion, je dirais que c'est tout à fait possible, surtout au début. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, si on reste pragmatique, qu'est-ce qui se passe? Soit tous les plastiques sont avec les plastiques d'emballage, et là, de toute façon, on sait très bien que le tri est positif. Et donc, le tri positif signifie que si on veut avoir du PET, on va mettre de côté le PET. Tout ce qui ne ressemble pas au PET va être mis de côté. Et dans tout ce qui va être mis de côté, il y aura beaucoup de plastique conventionnel et très très peu de plastique compostable. Mais ils auront la même orientation, l'incinération ou la décharge. Ça, c'est pour la réalité d'aujourd'hui. Demain, si effectivement on demande à avoir un tri à la source et qu'on utilise des plastiques compostables, soit les plastiques compostables iront comme aujourd'hui avec les plastiques, donc le problème sera le même. Il n'y aura plus particulièrement pas de problème. Soit ils iront avec les biodéchets. Donc là, ça se passera très bien. La deuxième possibilité, c'est qu'avec les biodéchets, on ait des plastiques non compostables. Et là, c'est plus compliqué, c'est plus problématique. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que les plastiques non compostables partiraient également vers du compost ou de la méthanisation. Ce qui de toute façon est le cas aujourd'hui. Sachant par ailleurs, pour revenir sur votre arrêté, l'arrêté dont vous m'avez parlé tout à l'heure, cet arrêté limite considérablement la possibilité de mettre des sacs compostables, y compris s'ils sont compostables en compostage industriel, mais n'interdit absolument pas d'utiliser du plastique conventionnel. Donc aujourd'hui, je dirais presque que l'État organise la confusion. Et je me permets de rebondir sur pardon Maëlène, il y a un point important, c'est que dans un centre de tri, vous savez distinguer un plastique biosourcé, compostable, par sa densité, par les signaux, vous savez le trier. Donc les débats qu'on peut avoir, par exemple avec les recycleurs, sur les taux qu'on peut trouver dans une balle, notamment de PE recyclé, c'est des refus de tri, donc c'est des erreurs. Des erreurs, donc on est dans des trucs très minimes. Donc en tout cas, nous on a discuté, on fait partie du COTREP avec Ellipso où je siège, on est sur cette dynamique d'interrogation par rapport à ça. Donc tout ça pour vous dire que demain, si vous avez un apport de petits emballages qui aujourd'hui ne sont pas considérés parce qu'ils sont triés, ils sont pas valorisés à part en incinération. Donc la question c'est ça, c'est est-ce qu'on veut continuer? Et quand je vois moi la trajectoire française de réduction des gaz à effet de serre, le rapport à la valorisation énergétique, comment demain va-t-on faire pour obtenir ça si on ne prend pas chaque alternative, aussi petite soit-elle, pour pouvoir réduire notre facture carbone?
Donc c'est ça aussi le débat qui va largement au-delà de notre point ce matin. Donc vous pouvez les trier, on arrive à les... Vous discutez avec Citeo, vous avez des signaux qui permettent, on discute avec Pelin, des choses comme ça, ils vous expliqueront tout ça mieux que nous, on peut les trier. Et je me permets ce dernier point par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entretien sur le recyclage par rapport au compostage. Une des capacité aussi qu'on a, nous, en tant qu'industriels, à regarder ce qui se passe dans d'autres pays, c'est la question de la revalorisation matière de ces matières compostables. Ça peut paraître bête, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et si on nous donne un signal intéressant, peut-être qu'on pourra aller vers ça également en complément du compostage. Par contre, vous n'allez pas vous lancer dans un programme de recherche R&D assez lourd, parce que vous tordez un peu la logique de la fin de vie de cette matière, qui pourra en avoir deux, compostage et éventuellement recyclage. Ça prend du temps, nous on est prêts à y aller, mais si on voit qu'on ne se donne pas le temps, et c'est ça qui est intéressant, et c'est l'objet de cette conférence de presse, c'est l'alignement entre des programmes de recherche européens qui existent sur ces thématiques-là, et notre capacité, nous en France, à avoir un minimum de visibilité pour faire les investissements et participer éventuellement à ces programmes. Voilà ce que je voulais dire en conclusion, et je vais devoir vous quitter dans pas longtemps, désolé. Et juste pour revenir sur la question de la confusion, je pense qu'il ne faut pas ignorer que la contamination des collectes de biodéchets ou des composts existe déjà, comme l'a soulevé Sandra. Les plastiques conventionnels sont déjà présents dans les composts et c'est cette contamination qu'on doit réduire. Et l'utilisation de plastiques compostables certifiés peut permettre cette réduction. Et effectivement, on ne parle pas de toutes les applications. Une application qui... dans la tête du consommateur, doit aller dans un plastique, dans une poubelle jaune pour être recyclé en recyclage matière, une bouteille, un plastique rigide propre, il restera dans une poubelle jaune. Il n'a pas de sens d'aller dans une poubelle de compost et le consommateur n'y pensera pas. Un sachet de thé, un filtre à café, le consommateur y pensera, peut-être dois-je la mettre dans mon compost, mais je ne pense pas qu'il pensera à la mettre dans sa poubelle plastique. Donc c'est ces applications qu'on travaille dessus et qu'on y pense à substituer par des plastiques compostables. Pas toutes les applications qui doivent être dans une poubelle de recyclage. Moi, je voudrais rebobiner 10 minutes en arrière. Métaux lourds, tant la EN 13432 que la norme française, la 51800 pour le compostage à domicile, prévoit des mesures, des limites de métaux lourds qui sont extrêmement exigeantes. Juste pour donner un exemple, le niveau de fluor qui est acceptable dans les produits manufacturés compostables est inférieur à ce que vous allez trouver dans votre pâte à dentifrice. Donc, ce sont des niveaux extrêmement bas qui sont définis dans ces normes-là.